Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Conversation RH, vous le savez maintenant, c'est un podcast qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation pour cadres et dirigeants. Et aujourd'hui, nous l'enregistrons depuis le salon Vivatech, Porte de Versailles à Paris, le plus grand salon tech en Europe. Et pour cette 7e édition de cette 2e saison du podcast Conversation RH, nous avons choisi d'aborder dans cette émission exceptionnelle un sujet qui révolutionne complètement les ressources humaines, l'intelligence artificielle. Alors c'est déjà un allié incontournable, cette intelligence artificielle pour beaucoup de recruteurs. L'IA s'offre des solutions très très innovantes et personnalisées pour les ressources humaines, notamment dans la gestion des talents. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager cette conversation RH avec nos fidèles auditeurs que vous êtes et avec tous les visiteurs du salon qui sont venus prendre la température de l'innovation. Et restez avec nous, celles et ceux qui nous écoutent. Et merci également à toutes les personnes qui sont sur le salon de nous rejoindre, parce que jusqu'au bout de l'émission, on va se poser un certain nombre de questions, parmi lesquelles qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment ça a évolué au fil des différentes époques. On va voir des cas d'usage bien précis d'intelligence artificielle dans le cadre des RH, mais pas que. On va un peu ouvrir nos écoutilles. On va décrypter comment les enjeux RH peuvent être quelque part aidés par les intelligences artificielles. On va également s'interroger sur les meilleures manières d'accompagner les collaborateurs pour aller vers l'intelligence artificielle. Et enfin, on va aborder ensemble le sujet des compétences à développer pour les professionnels des ressources humaines qui souhaiteraient travailler plus efficacement avec les intelligences artificielles. Donc voilà, un programme très complet ici depuis le salon Vivatech. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné par mes invités. Stéphane Saint-Guignot, bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, vous êtes Chief Product and Technology Officer chez Clever Connect, en charge de l'intégralité des équipes tech spécialisées sur le recrutement. Un petit mot sur Clever Connect. Clever Connect est une scale-up dans le domaine de la HR Tech qui a pour but de gérer de nouvelles opportunités pour les candidats en mettant en relation justement des belles entreprises avec ces candidats. Voilà. Donc, et j'imagine que l'intelligence artificielle est utilisée à son plein. Est au cœur de notre plateforme. Merci d'être avec nous Stéphane. Julien Dubois est également notre invité. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous êtes manager de la practice digitale chez LHH Recruitment Solutions, en charge du recrutement des métiers experts de la donnée, de la data. Tout à fait. J'ai tout bon. Vous avez tout bon. Et on va voir comment vous utilisez l'intelligence artificielle pour recruter, pour être efficace sur ces sujets-là. Très bien. Également avec nous Thibaut Weber. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous Thibaut. Alors vous êtes directeur des projets Travail-Emploi chez Matrice. On va en parler un petit peu. Matrice est un institut d'innovation technologique et sociale mandaté par l'INRIA, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, afin de réaliser un programme de recherche très très concret, scientifique, sociologique sur l'impact de l'IA dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Peut-être que j'ai déjà tout dit, mais je crois pas. Très rapidement, en fait, jusqu'ici, on avait beaucoup de données très macro sur la question de l'IA et du travail. On avait même des études qui faisaient très très peur sur le fait que 50% des emplois allaient être détruits par l'IA. En fait, on a voulu aller voir concrètement sur le terrain, dans les entreprises, dans le milieu du travail, auprès de ceux qui travaillent, ce que sont les impacts concrets de l'IA, et c'est tout l'enjeu du Laboria. Il y a tout l'enjeu du Laboria, donc vous êtes vraiment en plein, très concrètement, en train d'observer comment ça se passe, l'intelligence artificielle, dans différents secteurs, dans différents types de jobs, j'ai envie de dire, dans différents types d'entreprises, et vous en relevez des informations qui vont être enrichissantes peut-être pour aider le ministère à prendre des décisions autour de l'IA au travail. Oui, parce qu'en fait, ça nous dit beaucoup de choses sur la technologie, mais ça nous dit surtout des choses sur le travail. Et effectivement, ça pourrait aider les pouvoirs publics, le ministère, mais également les partenaires sociaux, d'autres acteurs, à pouvoir adapter quelque part leurs mesures, leurs politiques à ces nouveaux enjeux. Pour commencer, j'ai envie de parler... en fait, j'ai l'impression que l'IA, on en parle maintenant et c'est au cœur de l'actualité, mais c'est quand même un vieux sujet. C'est-à-dire que lorsqu'on a un peu travaillé sur l'émission, on a commencé à parler d'intelligence artificielle avec les premiers ordinateurs, sortir des années 1950. Et puis, il y a eu des sauts technologiques selon les époques. Et puis, dans les années 90, on a eu un saut technologique qui a permis à des ordinateurs de battre des champions d'échecs. Deep Blue, c'était la solution technologique d'IA qui permettait de battre Kasparov, je crois, en 97.
Néanmoins, on a l'impression que l'IA prend une nouvelle définition aujourd'hui. Alors, est-ce que finalement l'intelligence artificielle a évolué, sa définition a évolué au fil du temps ou pas du tout, Stéphane? Elle n'a pas évolué en soi, puisqu'en fait, au final, l'intelligence artificielle, c'est imiter le cerveau humain d'une part, son apprentissage, son analyse et son raisonnement. Donc ça, la définition reste à peu près la même. Ce qui s'est surtout accéléré, c'est la puissance de calcul, parce qu'à l'époque, quand tu parlais justement de Kasparov contre Et de Deep Blue, ouais. eh bien en fait, c'était une grosse machine qui prenait la taille d'une armoire. Désormais, en fait, on peut avoir de l'IA sur son smartphone avec juste un processeur spécialisé dans ce domaine-là. Et donc, c'est toute cette accélération-là dans la fait que ça devienne une commodité et accessible à tous, sur soi, avec son portable par exemple, et en même temps avec des nouvelles approches dans la modélisation et l'imitation, parce qu'il y a de cela, au tout début, on devait aussi, pour entraîner les modèles, utiliser un gros volume de données. Au fur et à mesure du temps, on trouve des nouvelles techniques qui permettent de faire cet apprentissage de manière plus courte, avec moins de données. Et ça, c'est un vrai changement aussi. On est encore loin de l'humain, quand je parlais d'imitation, parce qu'au final, un enfant, il va apprendre très facilement à reconnaître un chat en le voyant peut-être 3-4 fois. La machine, on n'est pas encore à ces 3-4 fois-là. Ouais. Et donc, on a encore une marge de manœuvre. Le changement, c'est les nouveaux usages, Julien, que permettent ces intelligences artificielles, c'est ça? Oui, je pense qu'après, il y a quand même encore une certaine confusion, je pense, dans le grand public autour de l'IA. On parle beaucoup d'IA de plus en plus. C'est vraiment au cœur de l'actualité en permanence en ce moment, et spécialement à Vivatech notamment. Mais je pense qu'un certain nombre de personnes confondent encore automatisation de process et IA. IA, on est, comme tu le disais, on est sur une réplication d'un comportement humain. On n'est pas uniquement simplement sur de la répétition d'une action ou d'une activité. Et je pense que là, il y a encore un travail d'éducation à faire auprès du grand public sur cet aspect-là. Est-ce qu'on observe, Thiébaut, cette confusion également sur vos sphères de recherche dans les entreprises? Oui, bien sûr, il y a, comme le disait un philosophe des technologies, un halo très fort autour de l'IA, particulièrement en ce moment avec ce ChatGPT et autres, où la question est de savoir dans quelle mesure on va avoir une intelligence équivalente ou supérieure à celle de l'humain. Nous, ce qu'on constate, en tout cas, pour refroidir un peu la machine, je dirais, c'est que dans les terrains d'études qu'on a, c'est plutôt de l'IA ancienne définition sur de l'automatisation des process ou sur des process dans lesquels il peut y avoir un peu d'apprentissage, mais où on a surtout des tâches qui sont réalisées plus rapidement, plus efficacement sur une masse de données impressionnante. Ouais. On n'est pas encore dans ce qu'on appelle l'IA générative dans vos objets de recherche, c'est-à-dire que on est sur une intelligence artificielle qui est finalement du code et des tâches qui sont améliorées par de l'automatisation. On voit venir l'IA générative, mais sur des champs très précis. On la voit pas encore sur des champs très universels, avec une intelligence très très large, encore capable de raisonnement équivalent à ceux de l'humain. Pour recentrer sur la question de l'IA aux ressources humaines, on serait à côté si on ne parlait pas de ces IA génératives. Donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu et comment ces IA génératives peuvent intégrer les sujets des ressources humaines, Stéphane. Elles peuvent l'intégrer de trois manières différentes. Je dirais que l'IA générative, elle s'insère à la fois dans l'hyper-personnalisation, parce qu'en fait, on parle d'interaction humaine et l'IA peut aider les recruteurs dans cette hyper-personnalisation où en fait, ils font un certain nombre de tâches là, à ce moment-là répétitives, où ils doivent écrire plein de messages et le but, c'est de le personnaliser à la personne. L'IA peut aider à tout ça et de le faire at scale de manière plus rapide. Il y a toute une phase aussi, un autre bénéfice qui est l'aspect accélération, gagner du temps dans tout ce qui est fait. Pour justement, ce qui est important, c'est que les ressources humaines, c'est un travail, notamment le recrutement, est un travail assez répétitif, assez chronophage, avec beaucoup d'échecs, parce qu'en fait, sourcer des candidats, et Julien pourra le dire, c'est assez compliqué. Et on contacte beaucoup de personnes et il y a beaucoup de résultats négatifs, on dirait. Et donc, il y a beaucoup de frustration. Et quand on peut, avec l'IA, apporter justement et faire que la personne, le recruteur, puisse se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, c'est quoi? C'est l'interaction humaine. On parle de ressources humaines. Ce qui est le plus important, c'est les interactions entre humains. Et à ce moment-là, si l'IA peut justement retirer toutes les tâches chronophages et
faire en sorte que le recruteur se concentre sur cette interaction humaine, c'est un gain énorme. C'est un gain énorme. Et le dernier point, c'est la diversité, parce que tous les recruteurs ont un certain biais, et c'est humain. Et en fait, avec l'IA, on peut ouvrir les perspectives et proposer aussi, par exemple, grâce à l'IA, des candidats qui auraient été rejetés en première lecture, parce que aussi, pour le recruteur, il a une masse de données à analyser et il peut manquer certains points. Et l'IA peut mettre à la surface des points que le recruteur aurait manqué pour lui ouvrir les perspectives. Je sens que vous êtes d'accord, Julien. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Stéphane. Pour aller plus loin, c'est vrai que dans le travail du quotidien d'un consultant en recrutement, ce qu'on appelle le sourcing dans notre jargon, qui est d'identifier des CV, de trouver des profils, c'est quelque chose qui finalement intrinsèquement n'est pas compliqué, mais néanmoins est très chronophage. Pas forcément d'ailleurs, à mon sens, la partie la plus à valeur ajoutée, si vous voulez, du travail de consultant. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde du recrutement, où on a des profils qui peuvent être un petit peu volatiles, des gens qui sont moins engagés peut-être certaines fois dans les entreprises parce qu'ils n'y retrouvent pas ce qu'ils y recherchent. Eh bien aujourd'hui, la partie soft skills est plus que jamais importante dans la partie recrutement. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, c'est pour moi la valeur ajoutée du consultant. Mais comment concrètement? Parce qu'avec un CV, on va pas reconnaître les soft. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de faire? Si vous voulez, tout le temps qu'on va gagner sur le sourcing, tout le temps qu'on va gagner sur l'identification de profil, c'est du temps qu'on va pouvoir consacrer à des entretiens plus en profondeur avec les candidats, ou durant lesquels on va pouvoir creuser un peu plus profondément leur levier de motivation, les choses qui les font vibrer, les choses qui vont nous permettre d'identifier le candidat versus un contexte, une mission, un poste, une entreprise, des valeurs qui vont nous permettre peut-être pas d'annuler les risques, parce que le recrutement, c'est forcément un risque de part et d'autre, mais de le minimiser avec une meilleure certitude d'intégration dans les meilleures conditions du candidat. Au-delà du recrutement, qui est vos sujets, donc c'est pour ça qu'on en parle, est-ce que vous voyez d'autres sphères d'intervention des intelligences artificielles dans les ressources humaines? D'autres sphères. Ok, on passe à la suite. Ouais. Donc en fait, l'IA permet de gagner énormément de temps pour les recruteurs, si je comprends bien, Julien. C'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça nous permet de limiter le temps passé par les consultants sur les tâches les moins. Pardon, j'ai perdu le fil. Je reprends la question. Ouais. Mais en fait, vous avez déjà répondu à ça avant, donc c'est de la répétition. Je propose d'avancer. Ouais. Ok. D'accord. Et Thibaut, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, sur la question du recrutement, c'est plutôt vous. Ok, très bien. On reprend. Est-ce que, messieurs, vous pensez que l'IA permet également d'accroître la transparence et de réduire les préjugés dans le processus d'embauche en automatisant des tâches manuelles, on parlait de biais tout à l'heure. Ça permet de réduire, ou alors au contraire, il y a peut-être un risque que l'IA soit elle-même biaisée parce que c'est des gens qui créent l'IA et donc finalement le problème éthique reste entier. Julien? Je pense que oui, l'IA peut être très pertinente, mais il y a des biais qu'il faut qu'on identifie. Je pense parce que l'IA finalement c'est une création humaine au départ, donc créée par une ou plusieurs personnes qui elles-mêmes intrinsèquement ont des biais dans leur réflexion, dans leur raisonnement, dans leur jugement, dans leur analyse. Donc je pense qu'il faut pas que l'IA remplace l'humain. Elle doit venir en complément d'un raisonnement humain. Elle doit, je pense, être un outil parmi d'autres. Mais je pense que dans les ressources humaines, encore une fois, le contact avec l'être humain est extrêmement important. On a tous vécu cette période de confinement avec nos communications par Zoom, par Teams et autres. On s'aperçoit quand même, et on le voit nous aujourd'hui avec nos clients, qu'on est de plus en plus vers un retour de l'entretien physique, le rendez-vous physique avec nos clients, parce que on détecte quand même des choses pendant ces entretiens physiques qu'on ne peut pas détecter, déceler via des outils technologiques et via l'analyse d'un CV papier ou via une communication Teams qui reste quand même assez froide dans son approche et assez éloigné de cet élément humain qui est important et intrinsèque au recrutement. Thibaut, est-ce que ça réduit les différences? Est-ce qu'il reste un problème d'éthique? Qu'est-ce qu'on en pense chez Matrice?
vous avez posé avant la question de manière intéressante, c'était de savoir est-ce qu'en elle-même l'IA contient des biais. En fait, en elle-même, non. On peut difficilement prêter des attentions à la technologie. Les biais et les intentions que l'IA va avoir, ce sont ceux qu'on lui a donnés. C'est les jeux de données sur lesquels on va l'entraîner, et c'est avant tout ça, en fait, l'élément important. C'est l'élément important, là, c'est l'humain. C'est la manière dont on va entraîner, dont on va programmer, dont on va véritablement faire en sorte que l'IA s'installe dans le cadre de travail, dans les conditions de travail. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais si par exemple on demandait à une machine de dire c'est quoi des bons experts en IA qui s'expriment bien sur les IA et les RH et IA et RH et IA et travail. On dirait Thibaut Weber. Non, mais on dirait, regardez, on demande à la machine de s'entraîner sur ce podcast, on dirait la machine elle ressortirait assez rapidement que c'est des hommes, puisqu'on est exclusivement des hommes le biais il est là. Ouais. On sait que bien évidemment ça ne doit pas être le cas. On connaît les biais de notre société et c'est là où l'humain doit intervenir pour corriger, voire introduire des nouveaux critères qui doivent permettre de dire moi aujourd'hui j'ai trop d'hommes dans ma table ronde, je voudrais davantage de femmes, va me chercher davantage de profils de femmes qui sont expertes de l'IA pour en parler. Vous avez chez Clever Connect des espèces d'alertes comme ça pour dire il faut regarder parce que peut-être là il y a un biais qui est en train de se créer qui est pas juste et donc on va essayer de corriger un petit peu ça. Alors c'est tout un framework autour de l'IA. Quand on construit de l'IA, ça commence en effet par la préparation du dataset, donc du jeu de données qui va servir à l'entraînement, sur lequel en fait il faut mettre un certain nombre de règles pour s'assurer justement qu'on n'introduit pas de biais dans la machine. Et ensuite, en effet, on met un certain nombre de vérifications aussi à la sortie pour aussi vérifier que ces biais ne sont pas présents. Ouais. Mais une fois qu'on applique bien tous ces process-là, eh bien justement, on permet d'ouvrir les perspectives. Et comme je le disais tout à l'heure, par exemple, parce que justement l'IA est capable de traiter un grand volume de données, de faire des recoupements qui sont difficiles pour l'humain, par exemple une analyse des parcours de carrière et les similitudes qu'on peut avoir entre différents individus. Ça permet de prédire quelque part le prochain job que cette personne pourrait faire ou les prochains jobs. Et donc derrière de lui dire en fait, toi tu es aujourd'hui dans ce poste-là, tu as fait ce parcours-là, voici tes opportunités vers lesquelles tu pourrais aller parce qu'on l'analyse de manière avec tout le volume de données que l'on a, on peut savoir que il y a 5 options dans la majorité des cas qui peuvent te correspondre. Julien? Oui, juste je voulais rajouter un élément qu'on n'a pas mentionné au niveau du recrutement et notamment pour les cabinets. Un des premiers challenges que l'on a et qui sont amenés par nos clients, c'est de pouvoir trouver des profils qui soient des profils un petit peu alternatifs, des profils qui viennent apporter un regard nouveau, un regard neuf sur la fonction, sur le secteur. Et je pense qu'il faut faire attention avec l'IA de ne pas avoir des réplicateurs de profils et qu'on se retrouve avec des recrutements de sosie en fait, ouais. qui au final ferait faut un mode random quoi. Exactement. Il faut un mode random ou alors plutôt un mode qui est fine-tuné, parce que je vais donner un exemple. Quand on est une grande entreprise avec des magasins de bricolage, qu'on recherche des vendeurs, vendeuses. Ou des vendeuses, exactement. Eh bien, l'erreur serait en fait de prendre des clones. Or, en fait, on peut être amené à recevoir un CV d'un ancien boucher ou une bouchère qui pourrait parfaitement faire le job. Et qui pourrait parfaitement faire le job. Et qui est juste marqué que sa passion, c'est le bricolage. Et en fait, l'intelligence artificielle, on peut l'entraîner pour dire, en fait, là, il y a une skill de bricolage. C'est pas le profil qui paraît idéal, mais qui est à regarder avec un œil humain. Et quand on permet de faire ça et que le recruteur, il se focalise sur les soft skills, sur la partie interview, et qu'on voit qu'en fait, c'est un passionné qu'il a construit sa maison au soir et week-end, et qu'il y connaît bien plus que les vendeurs ou les vendeuses peut-être de leur magasin, et qu'il en parle avec passion, c'est la personne qu'il faut recruter. Thibaut, est-ce que faire de la recherche scientifique sur l'intégration de l'IA dans le monde du travail, c'est aussi regarder les algorithmes et essayer de les décrypter, de les comprendre? Oui, un petit peu, mais c'est pas forcément l'élément essentiel. Parce qu'en fait, l'élément essentiel qu'on voit, nous, c'est surtout de voir dans quelle mesure, à partir du moment où une entreprise, elle achète, entre guillemets, sur étagère une solution, ou qu'elle développe sa propre solution, dans la conception, l'ensemble des parties prenantes sont mises autour de la table, donc le RH également, et pas simplement l'ingénierie, la direction technique et tout ça, pour faire en sorte que on a pensé l'ensemble du process, autant le travail au sens de ce qui est réalisé par l'humain que le process au sens technique
plutôt réalisé par l'ingénierie. Ça, je pense qu'au-delà de la question du recrutement, dans l'interne, c'est vraiment une petite révolution pour les RH qui ne seront pas remplacés. Spoiler alert, on ne pense pas que les RH seront remplacés par de l'IA, mais en tout cas, ça doit C'est ce que faire vous allez évoluer. dire au ministère, en tout cas. C'est ça. Donc on est bien. Recommandation 1, voilà. Non, c'est pas ça justement, mais par contre, c'est effectivement en termes de posture sur l'intervention stratégique des RH, c'est quelque chose de nouveau qu'on voit et de nécessaire. Alors, ça ne va pas remplacer les RH, mais on s'attend et puis on en parle un peu, on voit qu'il y a une espèce de résistance quand même. Penser que des intelligences artificielles vont faire des tâches ressources humaines, on parle quand même de la paye, on parle de la gestion des talents, on parle de la formation, on parle de beaucoup de choses. Il y a une certaine résistance quand même des collaborateurs, non Julien ? Mais en fait, on a la résistance au changement qui est classique, inhérent finalement. à toute nouvelle technologie. Ça demande évidemment un accompagnement, un gros travail d'accompagnement des équipes, quelles qu'elles soient, à tous les niveaux. Un travail d'accompagnement qui doit passer, je pense, par déjà un gros travail d'explication et puis d'explication au travers de... Moi, je crois beaucoup à la force des use cases, des business cases qui vont montrer l'intérêt de l'IA, quel va être l'intérêt dans le quotidien d'un professionnel des ressources humaines de l'IA, qu'est-ce que ça va lui permettre de réaliser plus vite, plus facilement, de quoi ça va le décharger et le soulager. Et je pense que c'est comme ça qu'on va permettre de déployer plus rapidement ces outils-là. Et peut-être leur expliquer, et c'est ce qu'on faisait au début de cette émission, qu'en fait, même si on en parle beaucoup maintenant, ce n'est pas une rupture maintenant uniquement. Donc les ERP, les SIRH ont une certaine dose d'intelligence artificielle depuis des dizaines d'années. Et on est plutôt dans une tendance que dans une rupture. On est bien d'accord, messieurs. Ouais, et puis en plus, ce qu'on constate pour l'instant sur les terrains qu'on a étudiés, c'est assez peu un impact négatif sur l'emploi, plutôt un impact sur l'évolution de l'emploi, avec des choses qui sont pas simples, parce qu'effectivement, quand on automatise un certain nombre de tâches et que les gens, c'était au cœur de leur travail, c'était au cœur de leur intervention sur le process, que ce soit en termes de service ou de production, et que du jour au lendemain, ils se retrouvent à contrôler une machine, c'est pas la même chose. On se retrouve avec des gens qui, en fait, leur travail, leur fierté dans le travail, c'était quand même d'être actif, d'être productif et de se retrouver en contrôle d'une machine. Ça peut avoir des impacts négatifs, y compris à la fin en termes de productivité et de performance économique dans l'entreprise, parce que si c'est une baisse de la vigilance, entre guillemets, ou de l'engagement des collaborateurs, à la fin, ça peut se ressentir, y compris dans l'activité de l'entreprise. Donc voilà, elle est là, la matière RH qui doit être traitée pour faire en sorte que ce soit quelque part du gagnant-gagnant. Stéphane ? Je sens Stéphane opiné du chef, mais pas complètement. Je suis pas sûr que vous soyez complètement d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Ça va nécessiter en effet à chacun de s'adapter. Mais comme tout progrès, comme quand on a connu quelque part la révolution industrielle, même dans l'agriculture, où en fait tout a été mécanisé, etc. On parle du même genre d'évolution. Ou quand on a tous connu l'arrivée de l'internet avec l'email, oui, il y a eu une baisse de courrier, mais ça veut pas dire. Mais par contre, par ailleurs, ça a créé de nouveaux types d'emplois, et donc il a fallu adapter le marché de l'emploi à tout ça, et que en fait chaque individu s'adapte aussi à tout ça. Donc en fait, ça nécessite une forme d'adaptabilité. Et on est dans un monde lié à l'adaptabilité, où en fait, notamment dans le recrutement, l'un des points qui est important, parce que on est dans des entreprises qui évoluent rapidement, le monde évolue rapidement. L'un des points clés dans le recrutement, c'est aussi d'être capable de détecter la motivation et l'adaptabilité des gens et leur capacité à apprendre de nouvelles choses au-delà de ce qu'ils ont fait auparavant. Les auditeurs qui sont auprès de nous, on est dans leurs oreilles, pourraient dire ils ont un discours un peu trop angélique autour de l'intelligence artificielle dans la RH. Est-ce qu'on va quand même parler des défis, des challenges, des préoccupations qui sont là autour des intelligences artificielles dans les ressources humaines ? Thibaut, quelles sont-elles ? Nous, j'ai pas l'impression qu'on soit très angélique. En fait, justement, on est allé regarder dans la réalité de ce qui se passe. Alors, on n'a pas encore fini nos travaux, mais pour l'instant, en tout cas, les études comme celle de Osborne il y a quelques années qui disaient que 50% des emplois allaient être détruits par l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça ne se vérifie pas sur le terrain. Pour autant, on ne dit pas qu'il n'y a pas de défis, mais pour nous, ces défis, ce qu'on constate, c'est qu'ils dépendent avant tout des décisions
stratégiques et des décisions humaines qui sont faites d'un point de vue économique, d'un point de vue RH, d'un point de vue stratégique, d'investissement ou non, de la conjoncture, et que toute chose n'est pas égale par ailleurs dans l'évolution de la société, dans l'évolution du monde du travail par rapport à l'IA. Il y a des entreprises qui vont s'outiller massivement en termes d'automatisation de certains process ou d'IA demain générative peut-être, avec les technologies qui se développent, et d'autres qui ne suivront pas parce qu'elles n'ont pas les capacités d'investissement. Mais ça, c'est pas tant une question technologique, c'est une question économique, sociale, politique au sens où nous, en tant que citoyens, on peut s'en emparer, au sens de l'entreprise aussi où le personnel et ses représentants peuvent s'emparer aussi de ça sur les questions du travail. Nous, c'est tout ce qu'on voit et c'est tout ce qu'on encourage parce qu'on pense qu'il faut le mettre à l'agenda politique et à l'agenda social également. Vous avez des préoccupations tous les deux, Stéphane? Alors je dirais par rapport, tu disais Angélique, je dirais plutôt que nous sommes optimistes. Okay. On voit tout ça avec beaucoup d'opportunités en fait. Il n'empêche qu'on a allé aussi les pieds sur terre et ce qui est vraiment important vis-à-vis de l'AI, c'est de réguler tout ça. En fait, il y a un enjeu législatif. Est-ce que c'est vraiment possible de réguler quelque chose dont on sait qu'on sera toujours en avance technologiquement sur la loi? Oui, mais c'est possible et ça va être fait. Mais c'est clairement possible et c'est nécessaire parce que comme dans toute technologie, il y a des abus. S'il n'y avait pas eu un cadre juridique, eh bien on aurait des sociétés d'un certain marque qui continueraient à faire un certain nombre de choses qui sont illégales et qui ont un impact sur la vie privée des gens. Et donc c'est hyper important de réguler tout ça. Est-ce que ça fait partie des préconisations que vous allez donner au ministère de réguler, de mettre une charte éthique, de faire en sorte que chacun puisse se dire qu'avec l'IA, on va avoir des décisions, des orientations complètement éthiques, respectueuses? Oui, alors c'est de l'ordre de l'éthique, c'est de l'ordre de la santé, sécurité, hygiène et sécurité au travail, c'est de l'ordre de plein de choses qui existent déjà. Et puis en plus, il y a sur certains aspects, besoin peut-être de redire certaines choses, de préciser certaines choses, mais pas forcément de réinventer l'eau chaude. Dans la mesure où, par exemple, aujourd'hui, au tout début, on se posait la question de dire, mais si une IA prend une mauvaise décision en entreprise, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un salarié La responsabilité, bien sûr. La responsabilité, elle est que sur le milieu de travail, s'il arrive quelque chose à un employé, c'est l'employeur qui doit, qui a une responsabilité, puisque c'est lui qui a pris la décision d'introduire un système d'IA qui a à un moment causé du mal. Et si éventuellement l'employeur, lui, se retourne vers celui qui a développé cette solution, là, c'est aussi un cadre classique qu'on connaît. Julien? Non, oui, effectivement, je suis en phase avec ce qui a été dit. Après, je pense que moi, un des enjeux, effectivement, c'est l'utilisation qui est faite des données personnelles. C'est un enjeu sur plein de... Qui est déjà pour le coup encadré. Qui est déjà encadré. Il y a déjà quelque chose pour le coup qui marche pas trop mal, je crois, en fait. Qui est déjà encadré, mais je pense qu'il faudra peut-être repréciser certains éléments de ce cadre dans cet environnement lié à l'IA, parce que je pense qu'on peut avoir rapidement des débordements, des choses qui peuvent être... C'est-à-dire sur quoi on peut s'appuyer en termes de données pour créer une IA générative? C'est ça le questionnement que vous avez, Julien? Non, c'est en fait alors, on va citer ChatGPT par exemple. Qu'est-ce qu'on fait des données qui ont été apportées par l'utilisateur dans le cadre de la dictée d'un document? Ouais. Quand on signe, on parle d'un contrat de M&A, les noms des entreprises, les montants, les décideurs. Que font les utilisateurs de ces données? Comment ils les transmettent et ensuite comment elles sont stockées et où et par qui? Tout ça, ce sont à mon avis des questionnements qui sont importants. Et c'est une question d'autant plus intéressante que c'est de la propriété intellectuelle, mais pour des particuliers. Ouais, bien sûr. Ça, c'est un peu nouveau, quoi. Bien sûr. Stéphane. Exact. Et en fait, c'est pour ça qu'aussi les RH, puisqu'on est dans le cadre des RH, les RH ont aussi un rôle au sein des entreprises pour expliquer et donner former et donner des guidelines aux employés sur comment utiliser ou comment ne pas utiliser justement l'IA. Parce qu'on peut se retrouver avec des informations confidentielles de l'entreprise qui se retrouvent dans ces sociétés américaines à l'autre bout du monde. Alors du coup, quelles sont les compétences qu'il va falloir développer pour les professionnels des ressources humaines pour qu'ils puissent être au top de l'IA? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est tellement simple et tellement naturel qu'on n'a pas besoin de formation, un peu comme les sites avec des UX très, très naturels, ou est-ce que finalement il faut quand même des compétences à muscler? Julien? Alors, des compétences à muscler probablement sur l'utilisation des données, puisque aujourd'hui, un professionnel des ressources humaines, il va brasser beaucoup de données. Et là, peut-être qu'avec l'arrivée des machines, il va en brasser encore plus. Donc peut-être
comprendre aussi certains éléments techniques liés à l'utilisation de ces data, la gestion de ces données et à leur stockage. Peut-être que là, il y a un travail d'éducation à faire. Je pense que après, ça passera surtout par la mise en place de chartes, peut-être à des niveaux individuels, à chaque entreprise. Ce qu'on a le droit, et ce qu'on n'a pas le droit de faire avec les outils. Dans quel cadre on peut utiliser les outils, dans quel cadre on n'a pas le droit de les utiliser. Je pense que ce sont des éléments qu'il va falloir écrire, qu'il va falloir construire et qu'il va falloir vraiment officialiser dans chacune des entreprises. Thibaut. Oui, c'est un point très important parce que en fait, ça se passe beaucoup au niveau micro, parce que c'est là que effectivement les aspérités qui rentrent pas totalement dans le cadre législatif existent. Par exemple, si une IA est utilisée pour détecter des signes annonciateurs, des signes faibles de burn-out, ça peut être très bien, quelque part, si c'est accepté par l'ensemble des collaborateurs et des salariés dans une entreprise. Par contre, si c'est utilisé aussi de manière, mais là on parle de l'humain, pour détecter ceux qui sont pas bien dans leur travail et qui vont être considérés parce qu'ils se sentent peut-être moins dans leur travail comme des éléments, les maillons faibles de la chaîne par les RH, ça, c'est autre chose. Et quelque part, là, on est de l'ordre plus de la machine, mais de l'intention de l'humain. Et c'est là où va falloir réguler, pas seulement au niveau national, mais au niveau du micro. Et l'AI reste un outil. Et donc, en fait, on peut en faire beaucoup de choses, y compris des choses qui ont un impact négatif. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut sensibiliser les employés à l'usage et que la décision, au final, doit rester toujours humaine. En fait, l'AI ne doit pas prendre la décision. Elle est là pour augmenter l'humain, quelque part, lui permettre de faire des choses plus rapidement, à l'échelle, etc., mais au final, c'est l'humain qui prend les décisions. Et notamment dans le domaine RH. Ouais. On est au salon Vivatech, donc vous le savez, on a l'impression que l'IA est vraiment partout, pas forcément dans les ressources humaines, dans le salon-là. Ou est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des innovations, y compris sur les ressources humaines, via les intelligences artificielles? Vous qui vous êtes un peu promené dans les allées du salon. Il y a des outils aujourd'hui avec des algos qui permettent de lire des CV ou des documents liés au recrutement. Ça existe, ça continue de se développer, ça s'affine. Il y en a ici, et la techno progresse et devient de plus en plus pertinente en fait dans ses choix, dans ses décisions, si on peut appeler ça des décisions. Donc oui, ça continue. Je pense que c'est quand même assez progressif finalement. Il y a aussi beaucoup de... Je ferai un parallèle entre l'intelligence artificielle et puis la réalité virtuelle. On en parlait tout à l'heure. On a des innovations qui arrivent comme ça, mais dont on parle depuis une dizaine d'années. Dont un gros casque qu'un grand acteur vient de sortir. Mais c'est quand ce genre de gros acteurs viennent sur le marché qu'il y a des innovations et donc d'autres s'engouffrent dans la brèche. Mais jusqu'à présent, on parlait d'intelligence artificielle, mais c'est vrai aussi pour la réalité virtuelle. Finalement, c'est des choses dont on parle depuis une dizaine d'années, mais qui avancent très, très progressivement. Et c'est vrai que vous allez dans n'importe quel salon de la tech, depuis 10 ans, vous avez des gens qui se promènent avec des casques, avec des postures improbables, en train de faire des activités. Mais on se demande encore quelle va être la vraie valeur ajoutée et comment on va l'appliquer de façon industrielle dans les faits, dans la vie courante. Donc là, je pense qu'on est dans deux phénomènes parallèles, en fait, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Tous ces sujets-là progressent. Ils sont très présents au salon, effectivement. Sont très présents, mais sont encore des sujets, je dirais, pas tout à fait tombés dans le langage courant, tombés dans le quotidien des gens. Oui, ça commence, ça progresse, mais ce n'est pas encore des choses très habituelles ou très extrêmement répandues, j'ai envie de dire. C'est Stéphane? Je rejoins ce que Julien dit, c'est en fait c'est grâce aussi à des grands acteurs mondiaux connus que la techno avance ou surtout qu'elle se popularise. C'est ça. Quand on a des grands acteurs, par exemple dans le domaine de la tech, on utilise tous des emails donc avec des sociétés américaines par exemple. Pour beaucoup, eh bien en fait, ils introduisent désormais l'AI et donc en fait l'AI s'introduit petit à petit dans les usages et le but en plus par capillarité, ça va se retrouver un peu partout dans tous les outils, y compris dans ceux que bien entendu on édite. Thibaut, sur vos allers-retours dans les différents stands de Vivatech, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont étonné, qui vous ont intéressé, qui vous ont fait peur?
Non, fait peur, non, mais des choses rigolotes en tout cas, avec des gens effectivement avec des casques un peu bizarres, qui font des choses, qui font un combat de boxe dans le vent, c'est toujours assez drôle. Je suis assez d'accord sur ce qui a été dit en fait. Il y a des technologies qui progressent tout doucement, progressivement dans nos quotidiens et qu'on voit pas forcément et qui sont pas invasives dans ce sens-là. Puis il y a un côté aussi, voilà, on utilisait, je me souviens dans la préparation de notre entretien là, l'image. Moi, je parlais de l'image un peu des concept cars dans l'automobile. Les casques qu'on voyait. On sait qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont présentées un peu comme des concept cars, c'est-à-dire ce sera peut-être pas forcément demain dans notre quotidien, peut-être que ça n'y arrivera jamais, mais par contre, il y a un côté marketing, mais il y a aussi un côté de showroom en termes technologiques, de montrer ce qui est à la pointe et ce qui peut tirer l'innovation qui derrière, au-delà de la haute couture, viendra dans la mode quotidienne qu'on portera avec nous. Quoi. Merci beaucoup. On peut donc conclure sur l'idée que la vraie révolution de l'IA dans la RH, c'est de permettre aux recruteurs de gagner du temps, de se concentrer sur leur cœur de métier, sur les soft skills, comme le disait Julien, la gestion des relations humaines, quelque part. Je vais le refaire. Hop là, je vais le refaire. Allez, hop là, je le refais. Merci beaucoup. On peut donc conclure sur l'idée que la vraie révolution de l'intelligence artificielle dans la RH, c'est de permettre aux recruteurs de gagner du temps et de se concentrer sur leur cœur de métier, sur les soft skills, comme le disait Julien tout à l'heure, sur la gestion des relations humaines, le recrutement des personnes talentueuses au sein de l'entreprise. Et c'est paradoxalement la machine qui finalement nous rapproche de l'humain. C'est ce que je retiens un petit peu de ce qu'on vient de se dire. En tout cas, un grand merci à tous les trois d'avoir accepté de monter ici sur cette comment ça s'appelle ici? C'est un rooftop. Non, ouais. Mezzanine. Ah, voilà. Mezzanine. Rooftop mezzanine. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté de monter sur cette mezzanine LHH Adecco. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Julien Dubois, Stéphane Sanguigno. Je recommence. Ça, c'est la fin et là, je tombe, tu vois. C'est marrant. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de monter sur ce rooftop de ce stand Adecco LHH. Attends, est-ce que je dis LHH ou que Adecco? Sur le stand du groupe Adecco. Ok. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de monter sur le rooftop du stand du groupe Adecco. Merci beaucoup, Julien Dubois, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Stéphane Sanguigno, d'avoir été très éclairant sur les solutions que vous pouvez déployer chez Clever Connect. Et également, Thibaut Vibert, merci beaucoup. Merci. Pour avoir partagé vos recherches avec Matrice. Grâce à vos expertises, nous avons pu nous projeter un peu dans le futur. Nous avons pu découvrir ce salon Vivatech comme si nous y étions. Et ça fait du bien. Merci beaucoup à tous les auditeurs, à toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ce podcast Conversation RH, un podcast qui, vous avez pu le comprendre, vous permet d'écouter, de rentrer dans ces conversations entre ces professionnels RH qui sont passionnants comme ils l'ont été aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel épisode de Conversation RH. Alors c'est déjà un allié incontournable